Dans les Alpes-Maritimes, la préfecture a décidé de frapper fort contre le trafic de drogue en ciblant un levier inattendu, les aides sociales. Depuis plusieurs semaines, une opération conjointe entre les services de police, la caisse d'allocation familiale et les services de l'État a permis d'identifier des trafiquants bénéficiant d'allocations alors qu'ils sont soupçonnés ou condamnés pour trafic de stupéfiants. Résultat, plusieurs bénéficiaires ont été radiés ou leurs prestations suspendues. L'objectif est clair, envoyer un message fort en coupant l'argent public à ceux qui profitent du système tout en alimentant des réseaux illégaux. Une mesure applaudie par plusieurs élus, dont Bruno Retailleau, qui appelle à la généraliser. Pour en parler, nous avons avec nous en studio Arnaud Stéphan, communicant, fondateur de l'agence La Note de Com. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Restez bien avec nous. On va d'abord accueillir Anthony Boré, premier adjoint de Christian Estrosi et président de Côte d'Azur Habitat. Bonjour Anthony Boré. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement cette mesure de privation d'allocations sociales pour les trafiquants de drogue dans les Alpes-Maritimes ? Eh bien, c'est au fond un principe assez simple que nous avons soutenu depuis plus d'1 an avec Christian Estrosi, qui estime que lorsque l'on est un délinquant, un trafiquant, qu'on participe au narcotrafic, qui est un fléau dans toutes nos villes et nos villages, eh bien, nous devons tout simplement voir ces aides sociales, celles de la caisse d'allocation familiale, suspendues ou retranchées ou prises en compte dans ses revenus pour veiller à ce que elles puissent être supprimées et faire preuve de fermeté. C'est une mesure que nous avions soufflée au procureur de la République de Nice, qui lui-même avait étudié les choses par rapport à une expérience qui avait eu lieu en Isère et qui a réuni autour de lui le préfet des Alpes-Maritimes, la caisse d'allocation familiale, pour la mettre en œuvre. Et les premières mesures et les premières suspensions ont déjà été réalisées à l'aune des dossiers de la police judiciaire, avec la gendarmerie qui a déjà retranché des revenus venant des allocations familiales à des trafiquants qui avaient été reconnus dans des dossiers comme extrêmement impliqués dans ces trafics. Et combien de personnes sont concernées ? Vous avez des chiffres ? Alors, un montant, je ne peux pas le dire par définition, puisque sur chaque dossier, il appartient ensuite aux enquêteurs de faire jouer cette convention et d'identifier ceux qui pourraient l'avoir. Mais on sait très bien qu'il y a des centaines et des centaines de trafiquants, pour ne pas dire des milliers dans notre pays, qui bénéficient d'aides sociales et qui, par ailleurs, font jouer l'économie souterraine, qui est beaucoup plus lucrative encore. Et donc, il est normal que quand la République fait un geste à votre égard, vous octroyant des aides sociales, eh bien, vous soyez digne de la confiance que la République vous accorde et donc que ces aides soient retranchées lorsque vous êtes un ennemi de la République. Vous avez eu du mal à la mettre en place, cette mesure ? Ça semble du bon sens, mais ça ne doit pas être facile. Alors d'abord, nous l'avons réclamé pendant quelques mois, mais je dois dire que le procureur de la République a été extrêmement diligent, à l'écoute, s'est inspiré de ce que son collègue de l'Isère avait réalisé, et puis a signé cette convention dans un dialogue avec la CAF, qui aujourd'hui est opérationnelle, et je salue les déclarations du ministre de l'Intérieur qui souhaite généraliser ce type de démarche. Je crois que c'est absolument essentiel. Le procureur de Nice l'a fait en partenariat avec le procureur de Grasse. Ça veut dire que tout le département des Alpes-Maritimes est concerné et il appartient maintenant aux législateurs de généraliser ce type de mesures de bon sens, très simples et qui ne sont pas les premières puisque nous avions déjà, pour ce qui nous concerne, agi sur l'expulsion des logements sociaux des mêmes trafiquants, des mêmes délinquants, de ceux qui agressent les forces de police, ceux qui agressent les gendarmes, ceux qui agressent les professeurs. Et j'avais déjà, il y a 3 ans, en tant que président du principal bailleur social des Alpes-Maritimes, passé une convention pour faciliter ces expulsions sur la base d'informations qui nous sont données par les services de police. Et j'en ai obtenu plus de 300 depuis 3 ans. Et je continue à le faire à chaque fois que j'identifie un délinquant qui habite évidemment dans le lieu dans lequel il trafique. Quels autres leviers pourraient être mobilisés pour renforcer la lutte contre le trafic de drogue ? Moi, je fais partie Vous avez de peut-être ceux d'autres qui projets, sont favorables à la majorité pénale. Je suis favorable à l'extension des pouvoirs des polices municipales pour qu'ils puissent notamment faire jouer l'amende, c'est-à-dire l'amende forfaitaire délictuelle, pour pouvoir sanctionner les trafiquants. À titre personnel, lorsqu'il y a des situations énormes de tension dans les quartiers avec des kalachnikovs en plein jour, je suis favorable au déploiement de la force sentinelle de manière temporaire pour rétablir le calme, c'est-à-dire de l'armée, parce que
que je considère aujourd'hui que de voir des armes circuler à 15 heures ou à 16 heures au moment où les enfants sortent de l'école, c'est évidemment inacceptable et c'est une mesure que je suis assez seul à défendre, mais j'y crois. On a bien déployé la force Sentinelle sur le risque terroriste depuis l'attentat du Bataclan. Je ne vois pas pourquoi, si on considère que le narcotrafic est une priorité, on ne pourrait pas le faire pour le narcotrafic. Mais il faut des gros moyens. Il faut des gros moyens pour le narcotrafic. Oui, il faut effectivement des gros moyens. Il faut des gros moyens aussi en enquêteurs et en police judiciaire qui font défaut. Si je vous prends l'exemple niçois, on a près de 70 enquêteurs qui nous font défaut et qui ne sont pas encore occupés dans leur poste, alors même qu'il y a des moyens énormes pour démanteler des filières et des réseaux. Je crois qu'il y a là un enjeu évidemment tout à fait essentiel. Comment réagissent les Niçois? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Alors, je le crois, ils y sont très favorables. Vous savez, depuis des années, avec Christian Estrosi, on met en place des caméras de vidéoprotection. On en a plus de 5000, y compris dans nos transports en commun. Elles permettent 2000 réquisitions judiciaires par an. On ne cesse de nous en demander. Nous créons pour l'année prochaine le plus grand hôtel des polices mutualisé entre la police municipale et la police nationale. 2000 fonctionnaires réunis dans un même lieu, avec un centre d'hypervision qui va pouvoir nous aider à utiliser des drones, à utiliser des capteurs à la fois environnementaux et de sécurité. Et donc, les Niçois ne cessent de nous demander de renforcer leur sécurité, car ils voient bien l'ensauvagement de notre société, la délinquance de plus en plus forte, de plus en plus jeune, et nous faisons partie de ceux qui mettons des moyens très conséquents sur la sécurité, dont nous estimons que c'est une priorité absolue pour les Françaises et les Français. Effectivement. Merci Anthony Boré d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint de Christian Estrosi et président de Côte d'Azur Habitat. Et en studio, je suis avec Arnaud Stéphan, donc communicant fondateur de l'agence La Note de Com. Arnaud Stéphan, à gauche, on parlait de coup de com' à propos de ces suspensions des aides sociales aux dealers. Comment cette mesure est prise par les Français selon vous ? On sait que depuis de nombreuses années, il y a un certain nombre de personnes qui demandent en effet que des décisions fortes soient prises, parce que vous avez dans des logements sociaux des gens qui habitent, alors que on sait très bien que leurs revenus sont très importants. Hein. On parle de plusieurs milliers d'euros de trafic pour quelqu'un qui est, on va dire, au milieu du tableau du trafic dans les cités. On sait que souvent ce sont des trafics qui se font en famille, donc vous avez des fratries ou même père et enfants qui travaillent dans cette activité, et les gens demandent justement à ce que ils soient débarrassés de ces gens dans les quartiers, et ça passe aussi par une mesure quasiment de justice sociale. Quand vous avez des gens qui sont aux limites d'être quelquefois dans les logements sociaux parce que madame a repris un travail ou que monsieur a eu une augmentation, c'est difficile de vivre avec des gens dont on sait que les revenus sont de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros, et eux continuent de bénéficier de ces logements sociaux. Je pense que là aussi on affronte quelque chose de terrible, c'est-à-dire que vous avez l'incapacité quelquefois de réagir parce qu'il y a la peur, parce que le trafic est très fort dans ces lieux, et que si la force publique et si l'administration ne fait rien, ben les gens n'ont plus qu'une solution, c'est de partir. Et on a vu qu'il y a un certain nombre de gens qui ont fait ce choix, et c'est dommage. Restez avec nous, Arnaud Stéphan, on va en parler dans un instant. Il est 11h57 sur Europe. Arnaud Stéphan, c'est de la com' ou c'est du concret? Parce que selon l'adjoint au maire de Nice, Anthony Barry, qui était avec nous, ça semble fonctionner en tout cas. Oui, ça fonctionne dans un environnement, dans quasiment un écosystème qui est ce département des Alpes-Maritimes, parce que vous avez une entente particulière entre le procureur, les élus, la CAF, les services de police, et ça se passe de manière quasiment idyllique. Je ne sais pas si ça sera la même chose dans d'autres départements de France. La sociologie, la composition peut-être du corps judiciaire, par exemple, pourrait modifier, parce qu'il faut l'accord, on a bien vu, du procureur. Il y a certains coins, on va dire que les procureurs ne sont pas forcément totalement sur cette ligne un peu plus sécuritaire, un peu plus dure, et que là, évidemment, on pourrait avoir une asymétrie entre ce que veulent faire les élus et ce qu'autoriserait éventuellement les juges. Est-ce que les Français perçoivent comme une mesure de justice le fait d'arrêter de donner de l'argent public à ceux qui vivent de la drogue? D'autant plus qu'on parle de drogue très souvent dans l'actualité, pour pas dire tous les jours. Oui, de toute évidence. Il y a un moment, je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est très compliqué pour des gens qui vivent avec, vous savez que le salaire moyen en France, c'est 1 700 euros.
Donc, quand vous avez votre voisin qui bénéficie lui aussi d'un logement social, d'aide, etc., et qui est à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros à l'année, ça crée pas un sentiment de justice totalement débridé. Donc, vous avez évidemment des Français qui attendent qu'on les respecte aussi en faisant appliquer, ne serait-ce que des règles de vie commune et de justice. Ça me paraît évident. Et en plus, on le sait depuis longtemps, parce que cette proposition de couper les allocations familiales, pendant longtemps, ça a été un serpent de mer. On en a parlé depuis 30 ans, je crois que je m'intéresse à la chose politique, peut-être un peu plus, même 35 ans. On parle éventuellement de couper les allocations familiales ou les prestations sociales ou les logements sociaux pour les gens qui seraient des trafiquants de drogue. Ça n'a pas tout souvent été suivi. Là, je vous dis, le 06, il y a d'autres départements, visiblement, les choses se passent bien. Il y a beaucoup de départements, et il y a beaucoup de départements aussi où je pense que le substrat politique et idéologique poserait d'autres problèmes. Et justement, quel message ça envoie, le fait de taper au portefeuille, les trafiquants ? Il y a deux choses. Si vous voulez vraiment taper sur le trafic de drogue, on l'a vu sur beaucoup d'études qui ont été publiées sur le sujet. Alors je sais que c'est une opinion qui n'est pas forcément qui n'a pas forcément bonne presse en France, mais il y a que deux solutions. La première, c'est ce qui se passe à Nice, c'est de taper au portefeuille, c'est-à-dire d'assécher les moyens financiers, ou en tout cas ceux qui permettent en plus d'envoyer un message de puissance aussi aux gens qui habitent dans ces quartiers où il y a des trafics de drogue. Regardez, moi il m'arrive rien, je suis au milieu de vous, si vous bougez ça va mal se passer. Et la deuxième chose, ça va être peut-être de taper les consommateurs. Parce que si vous tapez le consommateur, mais pas une amende à 35 euros, si vous faites une première amende à 1 000 euros et puis une deuxième à 3 000 avec une inscription sur le casier judiciaire, vous allez voir que tout d'un coup ça va être beaucoup moins drôle, particulièrement pour des gens qui travaillent peut-être dans des administrations, qui travaillent peut-être comme dans des métiers où il faut avoir un casier judiciaire sans inscription. Peut-être que les gens y réfléchiront à deux fois. On le fait de manière assez forte, et tant mieux d'ailleurs, sur la consommation de drogue et d'alcool au volant, où les peines sont extrêmement dures. Je pense qu'à un moment donné, si on veut assécher le trafic de drogue, il faut taper au portefeuille et taper les consommateurs. C'est malheureusement, on l'a fait pour la prostitution, je crois que ça n'avait pas beaucoup levé de bouclier. À l'heure des économies dans le budget, si on arrête de donner de l'argent à ceux qui sont impliqués dans la drogue, est-ce qu'on peut espérer faire quelques économies ? C'est un pari risqué ou c'est 100% de bénéfices ? Vu la situation du trafic de drogue en Europe en général, quand vous avez une mafia d'origine marocaine en Hollande qui se permet de menacer la famille royale, vous pouvez vous dire quand même que ça va être compliqué d'envoyer des messages qui en plus vont toucher ce qu'on appelle les soldats, c'est-à-dire l'échelon le plus bas dans le trafic de drogue. En vérité, ceux qui sont touchés dans ces logements sociaux, etc., c'est pas les caïds, c'est pas les grands caïds. C'est ce qu'on appellerait dans une entreprise le middle management, quoi. Enfin, je veux dire, c'est les petits cadres ou les cadres moyens de ces familles qui sont devenues aujourd'hui, et on le voit avec la DZ Mafia à Marseille et dans la région marseillaise, qui sont devenus quasiment des cartels, quoi. C'est-à-dire qu'ils se comportent comme tels, en allant menacer des industriels, en allant faire du racket, en se livrant à d'autres activités que le trafic de drogue, et en employant quasiment les mêmes méthodes, y compris à l'utilisation d'armes automatiques. Ça réagit beaucoup au Standard d'Europe 1. Henri est avec nous. Bonjour Henri. Est-ce qu'on a Henri ? Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, Henri. Vous nous appelez d'où ? De La Rochelle. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure, vous ? Moi, il est évident que la mesure, il y a longtemps qu'elle aurait dû être appliquée, et il faut absolument la mettre en œuvre. Celle-ci, et puis je dirais même des complémentaires, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire ? Expliquez-nous. On voit pas du tout. Moi, je suis pour la suppression pure et dure de toutes ces choses qui arrivent chez les Français, sans avoir vraiment donné la preuve qu'ils en ont besoin. Donc, moi, je coupe tout, et progressivement, après justificatif, je redonne, bien sûr, à tout le monde, ce qui doit être